enseigne la philosophie à la faculté des sciences humaines et qui poursuit sa recherche au sein de l'Institut philosophique de l'Académie des sciences. Depuis un certain temps, Joseph Foulkes consacre aux études de la langue des signes et à l'histoire des différentes langues des sourds et muets. Il a également traduit du français vers le tchèque. Il a également donc traduit du français vers le tchèque de nombreux textes, notamment de Barbaras, de Julias Kristeva, de Barthes, de Laclau, Althusser, Foucault et d'autres. Donc, ce matin, il nous propose une intervention, notre dernière conférence, intitulée « Les enfants sauvages et la question de la nature humaine ». Merci, merci pour cette généreuse introduction. N'ayez pas peur, je vais essayer de faire vite. J'imagine que tout le monde est fatigué. Alors, les enfants sauvages, le problème des enfants sauvages est en fait un sous-produit dans notre projet sur la surdité, justement, sur lequel j'ai travaillé ces dernières années. Donc, je vais pour commencer d'abord poser la question pourquoi, tout simplement, pourquoi présenter la question des enfants sauvages, un colloque consacré à l'humanité et penser au-delà de l'humain. Pourquoi donc les enfants sauvages? Qu'est-ce que les enfants sauvages peuvent nous dire sur la nature humaine en général, sur la relation entre l'homme et le non-humain, l'animal par exemple en particulier? La question en fait est particulièrement épineuse et doit être traitée, me semble-t-il, à plusieurs niveaux dont je vais mentionner deux. Premièrement, les cas des enfants sauvages historiques pose une question qui doit être traitée dans la lumière de ce que nous savons aujourd'hui sur la psychologie, sur l'acquisition du langage, etc., etc. Mais en même temps, il s'agit bien sûr d'un matériau historique. Et le cas particulier que je vais mentionner tout de suite, le cas célèbre qui est connu sous le nom de Victor de l'Aveyron, a été interprété jadis au XVIIIe siècle, justement, comme pouvant jeter la lumière sur la nature humaine, et qui plus est, sur la nature humaine telle qu'elle est traitée par les philosophes. L'enfant sauvage dont je vais parler a été interprété justement comme un problème philosophique. Qu'est-ce que c'est donc les enfants sauvages? Je sais bien que vous êtes au courant, mais justement pour vous rappeler des choses fondamentales, ce sont donc des enfants qui, pendant une certaine période prolongée, ont vécu pour une raison ou pour une autre, sans contact, sans relation avec d'autres membres de l'espèce humaine, c'est-à-dire sans liens sociaux. C'est un phénomène rare, mais ça arrive parfois qu'on trouve un tel enfant, ça existe, et dès qu'un enfant sauvage est trouvé, il suscite toujours immédiatement un grand intérêt des linguistes, des psychologues, etc. Pourquoi? Parce que c'est un cas limite qui, au moins c'est ce qu'on croit, est capable de nous apprendre quelque chose sur la manière dont nous, des êtres normaux, vivons, pensons, apprenons le langage. À la fin des années 60, on a trouvé une petite fille qui est connue sous le nom de Ginny à Los Angeles, qui a vécu en isolation pendant 12 ans. Et effectivement, ce qu'on a essayé de faire, c'est on a essayé de l'apprendre à parler. Et la grande question qu'on a rencontrée, est-ce qu'une telle fille qui avait 12 ans, quand on l'a trouvée, est-ce qu'elle est capable d'apprendre à parler ou pas? C'est une grande question. Et alors ça nous apprend quelque chose sur l'apprentissage du langage, même chez nous, des êtres normaux. En même temps, en parlant ou bien en rencontrant des enfants sauvages, on est immédiatement confronté à un dilemme, à une question qui est très difficile à résoudre. Je crois que pour commencer, à cet égard, il ne serait pas sans intérêt de relire quelques pages que quelqu'un que vous connaissez, un certain Claude Lévi-Strauss, a consacré aux enfants sauvages dans son grand ouvrage « Les structures élémentaires de la parenté ». Au début de l'ouvrage, il consacre 2 pages aux enfants sauvages qui ne sont pas sans intérêt, malgré le fait qu'ils sont profondément problématiques. Je vais y revenir. Il ne s'agit pas d'une analyse très détaillée, il s'agit, comme j'ai dit, de 2-3 pages, tout au début du livre. Il est clair que Lévi-Strauss a consacré très peu d'attention au phénomène en question. Les citations qu'il donne sont très souvent erronées, les références sont imprécises, il ne connaît pas grand-chose sur le problème, mais quand même, le court passage est très révélateur, me semble-t-il, du dilemme rencontré par quiconque qui se pose la question que je viens de mentionner, qu'est-ce que l'enfant sauvage peut nous apprendre, nous, des êtres normaux?
Il ne s'agit pas pour Lévi-Strauss de rien de moins que de la question de la nature et de la culture, la distinction clé chez Lévi-Strauss. Comment les distinguer, comment les poser l'une par rapport à l'autre, c'est la question que Lévi-Strauss se pose. Et il dit, je cite, « L'homme est un être biologique en même temps qu'un individu social ». Ce n'est pas très surprenant, mais est-il possible de distinguer les deux, en fait, le biologique et le social? Et c'est ici que Lévi-Strauss pose une question hypothétique, qu'est-ce qui se passe si on isole un individu? En isolant un individu, par exemple, en le privant des relations avec les autres êtres humains, et de la possibilité d'accéder au langage et au symbolisme au sens général du terme, est-ce qu'on parviendrait à le débarrasser de ce qu'il y a de culturel en lui? Est-ce qu'on parviendrait de trouver la nature derrière la culture, si l'on peut dire? Et Lévi-Strauss est bien sûr conscient des pièges posés bien sûr par une telle expérience. Il dit, je le cite de nouveau, « Le milieu satisfaisant en conditions rigoureuses d'isolation exigées par l'expérience n'est pas moins artificiel que le milieu culturel auquel on prétend le substituer. » Alors si on isole un petit enfant, on ne produit pas la nature, on produit quelque chose qui n'a pas de nom. Par exemple, les soins de la mère pendant les premières années de la vie humaine constituent une condition naturelle du développement de l'individu. L'expérimentateur se trouve donc enfermé dans un cercle vicieux. C'est une formulation assez lucide, en fait, qui en dit beaucoup de choses sur les problèmes liés justement à ce qu'on appelle, à propos de tels enfants, une expérience interdite. On parle couramment, en parlant des enfants sauvages, en anglais, forbidden experiment, l'expérience interdite, ce qui veut dire que c'est pas permis de le faire, en fait. C'est pas permis d'isoler un individu et d'attendre ce que va se passer, quoi. Pourtant, Lévi-Strauss remarque que cette expérience interdite est parfois effectuée par la nature elle-même. Parfois, il arrive que des enfants sauvages apparaissent quelque part. Il est vrai que le hasard, je cite, a parfois paru réussir ce dont l'artifice est incapable. L'imagination des hommes du XVIIIe siècle a été fortement frappée par les cas de ces enfants sauvages, perdus dans la campagne depuis leurs jeunes années, et auxquels un concours de chances exceptionnel a permis de subsister et de se développer en dehors de toute influence du milieu social. Le problème, c'est que, et c'est ça le problème en fait avec Lévi-Strauss, il va très vite tirer une conclusion qui semble assez surprenante et assez bizarre, étant donné ce qu'il a dit plus haut. Car Lévi-Strauss écrit, mais il apparaît très clairement des anciennes relations que la plupart de ces enfants furent des anormaux congénitaux et qu'il faut chercher dans l'imbécilité dont il semble avoir à peu près unanimement fait la preuve, la cause initiale de leur abandon, et non, comme on le voudrait parfois, son résultat. Et il continue, les enfants sauvages, qu'ils soient le produit du hasard ou de l'expérimentation, peuvent être les monstruosités culturelles, mais en aucun cas les témoins fidèles d'un état intérieur. Alors Lévi-Strauss dit d'un côté que en abandonnant un enfant, vous ne produisez pas la nature, parce que la nature et la culture est tellement étroitement liées qu'on ne peut pas les séparer, mais en même temps il dit qu'il lui semble que tous les enfants sauvages dont il a entendu parler sont des imbéciles congénitaux. Et c'est à cause de l'imbécilité qu'on les a abandonnés. C'est assez curieux parce que Lévi-Strauss effectivement se trouve pris dans le même cercle vicieux que son expérimentateur imaginaire. Il parle de l'imbécilité dont les enfants presque unanimement ont fait la preuve et qui a été, selon lui, censée la cause de leur abandon et non pas son effet. Mais justement, comment est-ce possible? Comment, dans les conditions aussi peu habituelles et extrêmes, pourrait-on distinguer entre la cause et l'effet? Qu'est-ce qui nous permet de dire que l'enfant a été mentalement handicapé, arriéré, disons, avant son abandon, et qu'il a été abandonné à cause de cela, quand nous n'avons aucun accès à son état mental antérieur? Qui plus est, les symptômes présentés par les enfants sauvages se ressemblent. Tous les enfants sauvages que nous connaissons présentent à peu près les mêmes symptômes, dans une certaine mesure. Des symptômes qui rappellent, par exemple, certaines formes de l'autisme. Et cela voudrait dire, sans aucun doute, que tous les enfants abandonnés avaient souffert de la même maladie avant d'être abandonnés, ce qui semble très peu probable. Il est donc beaucoup plus probable que le fait d'isolement a gravement affecté les facultés mentales de ces individus. Mais tout simplement, nous ne sommes pas capables de dire comment et dans quelle mesure, dans les cas dont nous parlons, car les cas dont nous parlons restent assez rares, donc dans quelle mesure
isolement a affecté en fait l'état mental de ces enfants. Bon, comme j'ai dit concernant Lévi-Strauss, ces anciens rapports qu'il mentionne, il semble assez probable qu'il ne les ait pas vraiment lus. Car toutes les références qu'il cite sont erronées, il donne des dates erronées, parfois même des titres ne sont pas les vrais titres, alors il semble qu'il parle plutôt comme ça par hasard. Et en fait, le cas particulier dont je vais parler maintenant, d'un enfant sauvage, représente au moins un exemple d'un enfant sauvage qui est devenu l'objet des efforts pédagogiques, précisément à cause du fait que son éducateur, dont je vais dire un mot dans quelques minutes, l'a considéré non pas comme un idiot congénital, mais comme la nature humaine justement à l'état pur. Bref, il a considéré, je vais essayer de démontrer qu'il a été très influencé par la philosophie contemporaine du XVIIIe, que l'enfant peut devenir en fait civilisé et que les symptômes qu'il présente ne sont pas en fait des causes de son abandon, mais justement des effets de son isolement. Donc l'enfant dont je parle est connu sous le nom de Victor de l'Aveyron, un enfant trouvé à la fin du XVIIIe siècle, 1799, et dans ce qui suit, je vais dire quelques mots sur ce cas particulier. Tout d'abord, une petite introduction. Pourquoi le XVIIIe siècle est-il tellement fasciné par les enfants sauvages? Vous le savez tous, c'est parce que la philosophie des Lumières, ou bien ce qu'on appelle la philosophie des Lumières, est très influencée par Locke et par le sensualisme. Alors on s'intéresse beaucoup à la perception sensorielle, à la manière dont les sens contribuent à notre connaissance du monde. La grande question très discutée au XVIIIe, c'était la question de la soi-disant suppléance des sens. Ça veut dire si un sens vous manque, l'ouïe ou bien la vue, est-ce que d'autres sens sont capables de suppléer, de vous fournir des informations supplémentaires, etc., etc. C'est pourquoi en fait le XVIIIe siècle est littéralement obsédé par ces cas bizarres comme des aveugles, comme des sourds, comme des enfants sauvages, comme des individus isolés. Il y a un mot qui a été inventé par Marquis de Sade, le mot isolisme, qui me semble très bien en fait exprimer la nature de cette pensée. Et bien sûr, il y a le grand débat sur l'existence ou l'inexistence des idées innées, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des contenus mentaux avant même la naissance de l'homme, avant même la perception, et tout, etc., etc. Alors, donc, le XVIIIe siècle est obsédé par ces cas, et dès qu'un enfant sauvage apparaît, il va bien sûr susciter beaucoup d'intérêt, étant donné toutes ces questions épistémologiques qu'on débat au XVIIIe. Donc, que s'est-il donc passé, justement techniquement parlant, tout à la fin du XVIIIe siècle, en 1799, on trouve un enfant sauvage à l'Aveyron, un pays particulièrement sauvage de France, un petit garçon qui a à peu près 11 ou 12 ans. Je n'ai pas vraiment le temps de raconter exactement ce qui s'est passé, c'est assez compliqué, c'était en hiver, il avait froid, il a abandonné la forêt, il s'est approché du village, alors on l'a attrapé, il s'est échappé, on l'a attrapé de nouveau, etc., etc. Mais finalement, en 1799, on trouve ce petit enfant qui suscite l'intérêt des pédagogues, des savants. Il est transporté d'abord à Rodez, puis à Paris. Et il a été examiné par des physiciens, par des médecins assez éminents, Pierre-Joseph Bonater d'abord, et puis quelqu'un que vous connaissez sans doute, Philippe Pinel lui-même, examine le petit enfant. Donc Philippe Pinel l'examine, il rédige un rapport assez long, et il conclut, comme Lévi-Strauss d'ailleurs, que l'enfant est un imbécile congénital. Il souffre de l'imbécilité depuis la naissance et il est inéducable. Il ne peut pas être en fait éduqué, civilisé. Bon, heureusement pour le garçon, je dis bien heureusement parce que si l'on en restait là, l'enfant serait abandonné, enfermé dans un asile où il mourrait probablement sans que personne ne connaisse rien sur lui. Heureusement pour le garçon, une voix s'élève contre le jugement de Pinel. C'est une voix d'un jeune médecin qui est un personnage particulièrement intéressant, quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Itard, comme j'ai dit, un jeune médecin qui travaille à l'Institut des sourds muets à Paris.
Itard est un personnage fascinant par lui-même, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la surdité. Beaucoup plus tard, en 1821, il a publié un traité assez intéressant en 2 volumes qui s'appelle Sur la maladie de l'oreille et de l'audition. Et c'était, j'imagine qu'il y a peu de personnes qui s'intéressent à la surdité, mais elle est vraiment intéressante. C'est quelqu'un qui a essayé pour la première fois de soigner les sourds, comme si la surdité était une maladie. Pas seulement les apprendre à parler, mais les soigner par des procédés médicaux assez drastiques d'ailleurs, ce qui a coûté la vie de plusieurs de ses patients. Sans moindre succès, il faut bien l'ajouter. Donc, un spécialiste des maladies de lui, le fondateur de ce qu'on appelle otorhinolaryngologie. Et dans le contexte qui nous intéresse, c'était tout d'abord quelqu'un qui était qui avait une grande culture philosophique, un grand lecteur notamment de Condillac et de Locke, qu'il cite plusieurs fois. Donc, ce type, Jean-Marc Itard, contre Pinel, dit qu'il ne croit pas que l'enfant soit un imbécile. Il a dit qu'il croyait que les symptômes que l'enfant présentait étaient causés par l'isolation. Ils n'ont pas précédé par l'isolation, et donc que l'enfant peut être civilisé. Il le dit dans son rapport. Il a rédigé en fait 2 rapports sur le petit enfant qui sont republiés récemment dans le livre qui est très facile à trouver en France. Lucien Malson, Les enfants sauvages, c'est très republié récemment, alors que vous pouvez lire les 2 rapports là. Il dit que l'enfant n'est pas, je le cite, un pitoyable idiot, mais un être admirable, digne de notre attention. Pourquoi? Et c'est ici que ça commence à être intéressant, parce que l'enfant, selon Itard, est une réponse vivante à un problème qui, par Itard, dans son premier rapport, est explicitement présenté comme un problème métaphysique. Il dit l'enfant, ce n'est pas seulement un problème pédagogique ou quoi, mais c'est un problème, c'est une réponse à un problème métaphysique. Il dit, je le cite, si l'on donnait à résoudre ce problème des métaphysiques, déterminer quel serait le degré d'intelligence et la nature des idées d'un adolescent qui, privé dès son enfance de toute éducation, aurait vécu entièrement séparé des individus de son espèce. Je me trompe grossièrement où la solution du problème se réduirait à ne donner à cet individu qu'une intelligence relative au petit nombre de ses besoins. Si vous connaissez Condillac, vous reconnaissez tout de suite en fait les idées, les besoins, vous reconnaissez tout de suite la terminologie condillacienne, quoi. Eh bien, le tableau moral de cette adolescence serait celui du sauvage de l'Aveyron, et la solution du problème donnerait la mesure à la cause de l'état intellectuel de celui-ci. Bon, un problème philosophique, véritablement. L'enfant n'est pas un idiot, il n'a pas été né comme tel. Le comportement étrange qu'on peut observer chez lui est précisément dû à son isolement, ce n'est pas la cause de son isolement. Donc, en sens, Itard n'est pas d'accord avec Lévi-Strauss, en fait, hein, plus tard. Comme tel, il peut faire l'objet de l'éducation, et c'est là que le projet pédagogique d'Itard commence. Itard reçoit un peu d'argent du roi, il commence à éduquer le petit enfant, et il est guidé pendant le processus éducatif explicitement par Locke et Condillac, qui sont cités sans cesse dans le rapport. Pourtant, il se heurte à un problème, évidemment, parce que Locke et Condillac, c'est pas mal, il parle des individus, des idées innées, tout ça, mais il a un petit enfant là devant lui, et il doit inventer un problème éducatif qui permettrait quand même de faire quelque chose de pratique. Alors il va inventer un programme qui n'est pas sans intérêt, et qui n'est pas sans génie, et qui consiste à 5 étapes. La première étape, c'est l'attacher l'enfant à la vie sociale, parce que l'enfant avait été isolé, alors il faut l'attacher à la vie sociale. Par la vie sociale, il entend notamment des relations avec la femme de ménage qui s'appelle Madame Guéron et sa fille qui s'appelle Julie. Ce sont les 2 personnes que le petit sauvage va fréquenter. Deuxièmement, et là vous voyez aussi de nouveau tout ce sensualisme du 18e, il faut réveiller la sensibilité nerveuse par les stimulants les plus énergiques et quelquefois par les vives affections de l'âme. Troisièmement, il faut étendre la sphère de ses idées en lui donnant des besoins nouveaux. Ici, de nouveau, le Condillac est très présent. Quatrièmement, il faut le conduire à l'usage de la parole. Et cinquièmement, il faut développer sa réflexion. Donc, l'enfant en lui-même est un être assez fascinant. C'est un enfant qui, évidemment, ne parle pas.
il ne fait pas ce qui est intéressant, il ne fait pas la distinction entre le chaud et le froid. C'est intéressant parce que chez presque tous les enfants sauvages que nous connaissons, on a remarqué ce trait. Les enfants ne sont pas sensibles à la température, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Il entend des sons faibles, mais il n'entend pas les sons forts, ce qui est aussi intéressant. Il ne reconnaît pas son objet dans le miroir et d'autres choses assez particulières. Donc, je n'ai pas le temps, j'imagine, de vous raconter les détails des procédés d'ITAR. Je vais me limiter à deux choses. La sensibilité nerveuse et l'acquisition de la parole notamment, parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Donc pendant les premières semaines de l'éducation, ITAR va se concentrer sur la sensibilité nerveuse des garçons. Il va administrer les bains très chauds pour développer une certaine sensibilité de la température. Il a même utilisé un procédé qui me paraît assez chouette. Je vais vous lire le passage en question. Je fis joindre à l'administration des bains l'usage des frictions sèches le long de l'épine vertébrale et même des chatouillements dans la région lombaire. Ce dernier moyen n'était pas un des moins excitants. Je me vis même contraint de le proscrire quand ces effets ne se bornèrent plus à produire des mouvements de joie, mais parurent s'étendre encore aux organes de la génération et menaçaient d'une direction fâcheuse les premiers mouvements d'une puberté déjà trop précoce. Alors, il a un certain sens d'humour, ITAR. Au banc, il joint les stimulations des affections de l'âme, la joie et la colère étant les deux affections principales dont le garçon était capable. Et bon, après une certaine période, la méthode d'ITAR avait du succès. Le garçon commence à distinguer entre le chaud et le froid, il refuse les bains froids, par exemple. Il touche avec des signes évidents de plaisir son pantalon de velours, ce que ITAR interprète comme un grand succès parce que son toucher commence à se développer. Il semble beaucoup plus attaché à la société, il a une prédilection particulière pour la fille de Madame Guérand, Julie. Et donc, il est temps de commencer à apprendre à parler, ce qui est un passage particulièrement fascinant du rapport d'ITAR. Et qui démontre, me semble-t-il, comment la lecture philosophique ont-elles influencé sa conception pédagogique. Donc, premièrement, l'enfant n'entend pas très bien. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour apprendre à parler? ITAR, pourtant, a remarqué que le garçon a une certaine prédilection pour la voyelle O. Je cite encore le rapport. Un jour qu'il était dans la cuisine occupé à faire cuire des pommes de terre, deux personnes se disputaient vivement derrière lui sans qu'il parût y faire la moindre attention. Une troisième survint qui, se mêlant à la discussion, commençait toutes ses répliques par ces mots « Oh, c'est différent ». Je remarquai que toutes les fois que cette personne laissait échapper son exclamation favorite « Oh », le sauvage de l'Aveyron retournait vivement la tête. Donc, à cause de cela, ITAR décide de nommer le garçon Victor, parce que le nom de Victor comporte évidemment sa voyelle préférée. Donc, pour l'apprendre à parler, ITAR veut décider de faire appel à ce qu'il appelle les objets de ses besoins. De nouveau, Condillac est tout à fait présent. La lecture de Condillac y est pour quelque chose. Parce que, si vous vous souvenez bien de Condillac et de son essai sur les origines des connaissances humaines, vous vous rappelez peut-être qu'il nous y présente un mythe sur l'acquisition, sur les débuts du langage, où la notion des besoins joue un rôle absolument central. Je ne crois pas que je crois que je n'ai pas vraiment le temps de commenter le texte en question, mais c'est un texte fascinant. Ce sont 2 pages où Condillac a littéralement découvert tout ce qu'on est en train de découvrir maintenant dans la psychologie, dans la linguistique, tout ça. Il présente une hypothèse. Il dit qu'il allait imaginer 2 enfants qui sont perdus dans le désert, sans connaître aucun usage de la parole, et ils sont obligés de se développer le langage entre eux. L'hypothèse de Condillac, c'est que le début du langage, plutôt qu'à la voix, en fait, qu'à la sonorité, sont liés au geste. Et il a une bonne raison de le supposer, parce que le geste, comme on le sait, à la différence du langage parlé, est naturellement expressif. Si je veux quelque chose, si je veux atteindre quelque chose, vous comprenez ce que je veux, sans
devoir comprendre en fait sans devoir parler, quoi. Alors, il y pose même une hypothèse qui est particulièrement fascinante, comme vous le savez, aujourd'hui on débat beaucoup dans le domaine de la psychologie de ce qu'on appelle l'attention partagée, c'est-à-dire deux personnes capables de se concentrer sur un même objet, de développer ce qu'on appelle le triangle référentiel, une personne sachant que la deuxième personne regarde le même objet. Chez Condillac, c'est tout à fait clair. Il dit il y a deux enfants, il y a des fruits sur un arbre, un enfant veut en fait atteindre le fruit, le deuxième le voit, et c'est ainsi qu'il commence à parler. C'est un texte tout à fait magnifique, quoi. Pourtant, ce que Itard a appris du texte de Condillac, c'est que le langage intimement est lié au besoin. Ce sont les objets du besoin qui sont pour quelque chose dans l'apprentissage du langage. Et donc, il va commencer à apprendre le petit Victor à parler en faisant appel justement aux objets du besoin. Comment est-ce qu'il va procéder? Donc, le premier objet du besoin, comme le premier objet du besoin, il va choisir celui qui est nécessaire à l'enfant pour apaiser sa soif et qui, bien sûr, est désigné par le son que l'enfant aime le mieux, l'eau. Pourtant, ça ne marche pas. Itard fait de son mieux, il peut faire tout ce qu'il veut, il n'arrive pas à le faire prononcer le mot. Avant, dans les moments où sa soif était ardente, je tenais devant lui un vase rempli d'eau, en criant fréquemment « Oh, oh !» en donnant la vase à une personne qui prononçait le même mot à côté de lui, et le réclamant moi-même par ces moyens, le malheureux se tourmentait dans tous les sens, agitait ses bras autour du vase d'une manière presque convulsive, rendait une espèce de sifflement et n'articulait aucun son. Il y aurait eu de l'inhumanité d'insister davantage. Donc, avec l'eau, ça ne marche pas. Le deuxième objet, malgré le fait qu'il ne comporte pas la voyelle O, Itard va choisir sa boisson de prédilection, lait. Et voilà, il se passe un miracle. Après 4 jours, Itard réussit. C'est un passage que je vais vous citer. Je vais beaucoup citer parce que ce que je cite est beaucoup plus intéressant que ce que je vous raconte. Je me suis perdu, pardon. Le 4e jour de ce second essai, j'ai réussi au gré de mes désirs et j'entendis Victor prononcer distinctement, d'une manière un peu rude à la vérité, le mot « lait » qu'il répéta presque aussitôt. C'était la première fois qu'il sortait de sa bouche un son articulé et je ne l'entendis pas sans la plus vive satisfaction. Si vous connaissez le beau film de Truffaut, ce moment est particulièrement émouvant. Vous avez le petit enfant qui commence à parler, il dit « lait » d'une manière très touchante. Pourtant, il va arriver une chose qui est remarquable et qui a frappé presque tous les lecteurs du rapport. Malgré ce succès, et après sa vive satisfaction, il va suivre une vive déception. Et Itard est très déçu et il va abandonner en fait ses efforts pour apprendre Victor à parler. Pourquoi? Parce que Victor a prononcé le mot « lait », mais selon Itard, il ne l'a prononcé de la manière propre. Il n'a pas prononcé le mot comme il fallait. Parce que, et c'est ça ce qui est intéressant, il a prononcé le mot après avoir obtenu ce qu'il désire, et non pas avant. Alors, le langage chez Victor n'est pas lié au besoin, mais à la satisfaction. Bref, le mot prononcé n'est pas le signe du besoin, d'une privation qu'il faudrait remplir, comme Condillac l'avait pensé, mais de la joie, ce qui désespère Itard. Si ce mot fut sorti de sa bouche avant la concession de la chose désirée, c'en était fait. Le véritable usage de la parole était saisi par Victor. Un point de communication s'établissait entre lui et moi, et les progrès les plus rapides découlaient de ce premier succès. Au lieu de tout cela, je ne venais d'obtenir qu'une expression insignifiante pour lui et inutile pour nous, du plaisir qu'il ressentait. À la rigueur, c'était bien un signe vocal, le signe de la possession de la chose. Aujourd'hui, ceci peut nous paraître extrêmement bizarre.
il s'agit de dire tout simplement que Itard va suivre un mythe éducatif qui est très répandu au cours de l'histoire occidentale, où en fait l'enfant est là tout simplement pour servir comme le matériau pour éducation, pour des idées préconçues. Alors Itard était en fait déçu parce que le petit enfant n'a pas prononcé le mot comme il fallait en fait avant d'avoir reçu la chose. Il y a en fait un très beau commentaire d'Octave Manoni, le psychanalyste, qui a rédigé un essai très beau qui s'intitule « Itard et son sauvage », où il présente un très beau commentaire justement sur ce passage. Et il dit, cela semble juste, que Itard a ignoré complètement la relation entre le désir et le langage, et le besoin. En fait, le besoin et le désir, c'était deux notions incompatibles pour Itard, et qu'il a créé pour son petit sauvage un monde artificiel, un monde biologique et utilitaire, où, je cite, « le langage est un moyen de communication destiné à faire connaître d'abord les besoins ». Et il ajoute, on est tenté de parodier Itard et de dire, si, sans idée préconçue, Itard avait su écouter Victor, c'en était fait, la véritable nature de la parole serait saisie par Itard. Et Manoni a complètement raison de parler sur les mythes pédagogiques liés à un tel procédé. L'enfant est tout simplement un écran fantasmatique où l'éducateur projette ses fantasmes. Si vous connaissez Émile de Rousseau, vous voyez tout de suite de quoi je parle. Qui plus est, ce mythe pédagogique est particulièrement persistant, comme je me suis occupé un peu de l'éducation des sourds. Même de nos jours, ça marche parfaitement. On ne se soucie pas nullement de ce que les petits-enfants sourds veulent, de ce qu'ils sont capables. Il s'agit de les faire parler le langage verbal. Bon, pour couper court, Victor n'a jamais appris à parler. Itard a abandonné ses efforts. Après plusieurs années de l'éducation, Itard va abandonner son projet entièrement et Victor va finir ses jours dans des conditions plutôt déplorables. Madame Guérand va s'occuper de lui, il va mourir en 1822, je crois, je ne suis pas sûr. Donc, c'est pas tellement important. Je vais revenir pour finir sur les considérations générales. Une question se pose bien sûr à tout le monde. Est-ce que Victor serait capable d'apprendre à parler sous des conditions différentes? Est-ce que ça veut dire que la méthode qu'Itard a choisie a été tout simplement une mauvaise méthode? Il n'est pas facile à répondre. Et ça touche en fait, le problème touche en fait la question que j'ai mentionnée au début. On peut faire référence au cas beaucoup plus récent des enfants sauvages, notable la Ginny, que je viens de mentionner, qui n'a jamais appris à parler non plus, au sens propre du mot. Elle avait 12 ans quand on l'a trouvée, et malgré tous les efforts qu'on a fait, elle n'a pas vraiment appris à parler. Ce qui veut dire, son lexique en fait a été considérable, elle a appris pas mal de mots, des centaines de mots, mais des énoncés qu'elle a produits manquaient de la grammaire pour une large part. Elle n'était pas capable de créer des phrases emboîtées, par exemple, etc. Alors sa production langagière était plutôt pauvre. Elle connaissait des mots, mais elle n'était pas capable de construire des énoncés grammaticalement corrects. Ce qui ouvre en fait tout le débat sur l'apprentissage du langage et notamment ça donne un intérêt particulier à une hypothèse qui a été formulée pour la première fois par Lenneberg aux années 60. C'est une hypothèse du soi-disant seuil critique. On considère généralement qu'il y a une sorte de seuil. Et après avoir franchi ce seuil, après avoir achevé un certain âge, l'être humain n'est pas tout simplement capable d'apprendre à parler. Quant à la nature exacte de ce seuil, on débat, mais généralement on dit que c'est à peu près la puberté. Après la puberté, si vous ne parlez pas avant, vous n'êtes pas capable d'apprendre le langage. Donc, la question, donc, est-ce que Victor aurait-il appris à parler si la méthode choisie par Itard était différente? Il y a trois possibilités, en fait. La première possibilité, c'est que, véritablement, la méthode qu'Itard a choisie n'était pas vraiment la meilleure, parce que vous avez remarqué qu'Itard a commencé avec des mots. Il n'a pas commencé avec la grammaire, avec la relation entre des mots. Et le langage, ce ne sont pas des mots, en fait. C'est ce qui se passe entre des mots. C'est la première possibilité. Deuxième possibilité, un peu lévi-straussienne, c'est que l'enfant a souffert d'une sorte d'autisme.
Il a manifesté des symptômes qui semblent assez proches des symptômes de l'autisme, des changements d'humeur, des accès de colère, etc., etc. Et la troisième hypothèse, la plus probable, c'est que l'enfant a tout simplement franchi le seuil critique et qu'il n'aurait pas appris à parler quelques méthodes qu'on aurait choisies. Pour revenir donc au début, qu'est-ce que tout cela peut nous dire sur la nature humaine et sur son rapport à non-humain, à l'animalité? Avons-nous simplement, comme l'a dit Lévi-Strauss, une curiosité de la culture? Bon, en un sens, oui, mais cette curiosité peut nous dire quand même quelque chose sur la nature humaine, par exemple sur la manière dont nous apprenons le langage. Il est fort clair que ce que nous avons là, parlant des enfants sauvages, ce ne sont pas des êtres privés de la culture qui nous feraient découvrir une nature perdue, ou bien une pensée à l'état naissance. Ce sont des êtres qui démontrent justement dans quelle mesure nature et culture chez l'être humain est-elle en fait inséparable. Des gens comme Jacques Lacan avaient tout à fait raison que le langage c'est quelque chose qui est tout à fait formatif pour la pensée de l'individu. Donc Itard a pu croire que Victor peut être une réponse à un problème métaphysique, et en un sens son affirmation est vraie. Un linguiste américain, Harlan Lane, qui a consacré une grande monographie à Victor, constate que le jugement original d'Itard, à savoir que les symptômes de Victor, son mutisme, son insensibilité à la température, etc., est essentiellement correct. Victor et les autres enfants sauvages avec lui n'avaient pas souffert de l'autisme, d'une psychose ou d'une retardation. Tous ces symptômes se sont produits justement à cause de l'isolation. Ce n'est pas la cause de leur abandonnement, c'est justement son effet. Et qui plus est, je vais terminer là-dessus parce que je bavarde trop. Les enfants sauvages nous démontrent, en fait, sont une démonstration assez parfaite d'une idée qui est apparue justement au XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas pour la première fois. C'est l'idée de ce qu'on pourrait appeler en fait l'insuffisance initiale de l'homme. En fait, l'homme est un être qui au moment de sa naissance, était étrangement insuffisant, qui est doué de très peu d'instinct. Et c'est justement à cause des relations sociales, justement à cause de son existence sociale qu'il devient, qu'il est capable de se développer. C'est une idée qu'on trouve d'une manière très, très explicite chez, par exemple, Lamétrie, qui a connu des destins assez particuliers, notamment au 19e et 20e siècle. C'est une idée que Louis Bolk a repris en parlant de ce qu'il appelle la fétalisation des êtres, de l'être humain, et que le jeune Lacan va reprendre dans son article célèbre sur le stade du miroir. Écoutez, je n'ai pas rédigé vraiment une conclusion parce que je crois qu'il n'y en a pas une. Donc, à chacun de conclure, je crois que j'ai parlé assez, donc je vais vous remercier. S'il y a des questions, je serai ravi de répondre. Merci beaucoup. On a quelques minutes pour des questions. Bon, je te remercie beaucoup. J'aurais juste, c'est-à-dire, c'est plutôt peut-être une suggestion. Si ça vaut la peine, j'en sais rien. En tout cas, tu pourrais peut-être élargir, en fait, c'est-à-dire, élargir, on va dire, le domaine un peu en introduisant Bouvard et Pécuchet, dans le sens que tu vas trouver Victor et Victorine, entre guillemets, c'est-à-dire dans le sens qu'il s'agit, oui, d'une parodisation, bien sûr, mais l'emploi que Flaubert fait de Condillac et de Locke, ça pourrait te servir pour développer en fait ce que Itard fait, etc. Et puis faire tout simplement le saut vers, si tu veux, entre guillemets, le 19e et lié peut-être avec Foucault aussi. C'est-à-dire comment est-ce qu'un enfant qui est bon, tout simplement, c'est-à-dire va se transformer en un être entre guillemets pathologique, on va dire comme ça, et qui est en fait dont cette hérédité, si tu veux, dégénérante, etc., va lui peser dessus.
Donc c'est juste un peu pour... sinon, il y a aussi le Swift de Mother's Proposal, mais ça fait vraiment un peu la fête, si tu veux. Mais avec Flaubert, je pense qu'on peut y tirer quelque chose. Oui, oui, oui. En fait, de la part de Flaubert, c'est tout à fait intentionnel, quoi, étant donné la culture qu'il avait. Dans Bouvard et Pécuchet, les passages sur l'éducation, on peut y parfaitement discerner toutes les théories du 18e, en fait. Des allusions à Émile sont tout à fait claires. Alors, exactement, voilà. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Merci donc. Oui, merci beaucoup, Joseph. En fait, c'est plutôt une remarque qu'une question, mais j'ai été intéressé par le passage sur le chaud et le froid. Et tu sais, il y a ce texte, un des plus célèbres textes de toute l'histoire de la philosophie, c'est Spinoza, c'est l'appendice de la première partie de l'éthique. J'avais jamais compris pourquoi, et en fait, peut-être que tu peux éclairer un peu ça. Spinoza, bon, tu sais qu'il dénonce les projections anthropomorphiques dans la nature, et il donne 4 exemples. Il donne le bien et le mal, l'ordre et le désordre, le beau et le laid, et puis le chaud et le froid. Et ça, j'ai jamais compris pourquoi il met le chaud et le froid dans cette liste. Alors, qu'est-ce que ça te suggère? J'ai pas songé du tout. Je peux pas t'aider là, quoi. Mais c'est. Qu'est-ce que Victor rapporte? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que Victor ne supporte pas? Parce qu'il reconnaît quand même le chaud et le froid, non? Oui, mais il ne semble pas faire la distinction. Il aime bien être nu, toucher à la neige, tout ça. Il tire des pommes de terre, de l'eau bouillante, sans ressentir, sans avoir aucun problème. Et ce qui est surprenant, c'est véritablement que chez tous les cas que nous connaissons, on a remarqué un tel trait, quoi. Et même chez des petits chiens qu'on a élevés dans l'isolation, on remarque la même sensibilité. On ne sait pas pourquoi ça se passe, en fait. Oui, merci. C'est bon, c'est peut-être pas une question, mais bon, manière de peut-être faire la conclusion, comme vous avez dit, chacun a le droit de faire sa conclusion. Peut-être quelques remarques. En fait, je pense quand même qu'il y a une dimension, disons, politique de cet intérêt vers l'enfant sauvage, depuis Rousseau et jusqu'aux artistes comme par exemple Truffaut. C'est le cas de l'enfant sauvage, c'est-à-dire comme l'enfant